Pour mener des recherches en Antarctique et étudier ce qui se trouve sous la glace, il faut être en bonne santé, avoir des nerfs d'acier et de la persévérance. L'équipe de la biogéographe Kerry Dwayne Fraser, qui a mené une expédition en 2017, a déployé des efforts incroyables pour atteindre le continent. Et c'était que le début, les chercheurs ont dû escalader le mont Erebus et faire une partie du trajet en hélicoptère. Ensuite, après 2 nuits d'acclimatation à l'altitude passées sous la tente, ils ont marché longtemps, se déplaçant parfois en motoneige. À plusieurs reprises, le groupe a été pris dans le blizzard. Les chercheurs se sont réfugiés dans les tentes et ils y sont restés plusieurs jours alors que le vent hurlait et que la neige tombait. Les conditions étaient terribles, ils ne pouvaient même pas quitter les tentes pour aller se soulager ou se ravitailler. Mais l'objectif en valait la peine. Les chercheurs devaient rejoindre un camp situé sur le mont Erebus où les températures descendent jusqu'à -34 degrés Celsius. Une fois sur place, ils allaient enfin pouvoir montrer au monde ce qui se cache vraiment sous la glace de l'Antarctique. Ouais, j'ai bien besoin d'un café. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez si vous êtes du genre à oublier, et merci de respecter mon désir d'anonymat. Donc, l'Antarctique, l'épaisseur moyenne de la couche de glace qui recouvre le continent est de 2 km. Cependant, elle n'est pas répartie uniformément. L'Inland 6 oriental est 10 fois plus vaste que l'Inland 6 occidental et il se trouve à une altitude plus élevée. Comme il y a moins de glace dans la partie occidentale, elles fond plus vite que dans la partie orientale. Là, l'épaisseur moyenne de la glace est de 1,05 km et il s'agit d'un Inland 6 marin. Sa base se trouve bien en dessous du niveau de la mer. Ainsi, si l'on forait dans cette glace, on se retrouverait le bec dans l'eau, à l'exception de quelques endroits. Et même là, le sol se révélerait être montagneux. Partout ailleurs, la glace recouvre l'eau. Du côté oriental, la situation est différente. En effet, la calotte glaciaire a une épaisseur de 2,2 km en moyenne. À un endroit, elle atteint 4897 mètres. Ça représente presque 16 tours Eiffel empilées. Ça fait beaucoup de glace. L'Antarctique contient 26,5 millions de kilomètres cubes de glace, soit 61% de toute l'eau douce sur Terre. Mais lorsque l'on évoque la fonte de ces réserves d'eau gelée, on considère les différentes parties du continent, séparément. Et les conséquences de la fonte sont également étudiées séparément. Par exemple, la fonte totale de la glace de l'Antarctique oriental causerait une élévation du niveau de la mer de 60 mètres. Selon d'autres estimations, 53,3 mètres. Mais la différence ne suffit pas à nous rassurer. Il y a aussi le glacier Thwaites qui a la taille de la Floride et qui est connu pour ses mouvements rapides et que les chercheurs appellent le glacier de l'Apocalypse, car sa fonte entraînerait une hausse du niveau des mers de 3 mètres. Cependant, on ne s'inquiète pas vraiment de ce qui arriverait à la planète si toutes ces énormes masses de glace fondaient, car l'Antarctique ne se porte pas si mal. Il y fait encore très froid, et pour qu'une fonte catastrophique se produise et que toute la glace disparaisse, il faudrait que le réchauffement soit de l'ordre de 5 à 10 degrés Celsius pendant au moins 10 000 ans. Alors, on ne risque pas d'être brusquement submergé mardi prochain, ni même dans un mois ou 2. Mais si les chercheurs connaissent l'épaisseur de la glace de l'Antarctique, ils doivent pouvoir déterminer ce qui se trouve dessous, non? Évidemment pas en creusant. Cet endroit, je le rappelle, contient près de 90% de la glace de la planète. On ne percera jamais cette couche de glace, trop difficile d'accès, trop long, trop cher, et entre nous, inutile. En revanche, il existe des méthodes plus modernes pour jeter un coup d'œil sous la glace, comme envoyer des ondes radio à partir d'un avion et analyser leur écho. Cette méthode est appelée radiosondage, mais il est difficile de le faire sur l'ensemble du continent, car l'Antarctique, après tout, est le 5e plus grand continent, 40% plus grand que l'Europe. De plus, les avions ne peuvent pas voler partout, et certaines zones restaient jusqu'à maintenant inconnues. Pourtant, les chercheurs ont fait de leur mieux. Cette carte montre les recherches réalisées, et il y en a eu beaucoup, mais pas de quoi couvrir tout le continent. Mais les chercheurs ont contourné cet obstacle sur la route de leur quête d'informations sur ce qui se trouve sous la glace. De manière assez simple, en utilisant des images satellites de la surface qui permettent de distinguer les contours des vallées et des crêtes jusqu'à une profondeur de 2,5 km.
En effet, la surface ondulée de la glace crée une superposition spectrale, révélant les caractéristiques du paysage situé en dessous. D'ailleurs, pour connaître l'épaisseur de la glace, les chercheurs ont aussi utilisé des ondes radio. En résumé, des satellites, des ondes radio et encore des ondes radio, et on obtient une image du paysage de l'Antarctique. Oui, certaines de ces vidéos ont été filmées au pôle Nord, mais la technologie est similaire, ça ne change rien à la démonstration. Alors, qu'est-ce qui se cache sous la couche de glace? D'habitude, vu d'en haut, le royaume glacé de l'Antarctique ressemble à un vaste désert, plat. Mais en dessous se trouve un paysage étonnant, caché à la vue depuis que le continent a commencé à geler il y a 34 millions d'années. En vérité, avant ça, seuls certains animaux pouvaient l'admirer, les humains vivaient bien loin de là. Cependant, savoir ce qui se passait en Antarctique, ou du moins ce qu'il y avait sous la glace, a toujours été compliqué. L'endroit est difficile d'accès, et les conditions y sont très rudes, mais ça vous le savez, j'en ai déjà parlé. Ce n'est qu'au milieu des années 2000 que les chercheurs ont commencé à regarder sous la glace. C'est donc très récent, et on a très peu d'informations à ce sujet. Il suffit de comparer ça à l'étude des océans, qui occupent l'humanité depuis, à peu de choses près, depuis la nuit des temps. Et on n'en a pourtant exploré qu'une partie. La situation de l'Antarctique est encore pire. Selon un expert, les terres situées sous l'Inland 6 Antarctique oriental sont moins bien connues que la surface de Mars. Vous me suivez, n'est-ce pas? Par exemple, regardons cette rivière. Oui, il y a eu une rivière à cet endroit, et bien d'autres choses. Lorsque les chercheurs ont examiné les images satellites, ils ont vu l'image d'un paysage creusé par une rivière avec des vallées profondes et des collines acérées, comme il en existe actuellement à la surface de la Terre. Souvent, le paysage de l'Antarctique est comparé à la région de Snowdonia dans le nord du Pays de Galles, et oui, je vous l'accorde, c'est un endroit magnifique. Les chercheurs ont découvert que le territoire est composé de 3 blocs de paysages distincts mesurant de 121 à 173 km de long. Entre ces blocs se trouvent 2 vallées grandes et profondes qui, selon des études antérieures, sont des fjords, des vallées en forme de V creusées par des glaciers. Toutes ces caractéristiques seraient nées du réseau fluvial qui existait là au Crétacé, il y a 66 millions d'années, à l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Les chercheurs avaient déjà révélé l'existence d'un lac de la taille d'une ville sous la glace de l'Antarctique, et ils pensent que d'autres formations restent à découvrir. En fait, les chercheurs savent qu'il y a de la glace en Antarctique depuis 34 millions d'années, mais avant, le continent était plutôt tempéré, avec un climat similaire à celui du sud de l'Amérique du Sud, comme en Patagonie argentine et chilienne. La rivière que j'ai mentionnée aurait pu couler du centre du continent vers la côte il y a 34 à 60 millions d'années, lorsque l'Australie et l'Inde moderne se séparaient de l'Antarctique et du supercontinent Gondwana. C'est difficile à croire, même en ayant une imagination débordante, mais il fut un temps où des arbres et même des forêts entières poussaient là où se trouve maintenant un désert de neige, et peut-être que des animaux y vivaient aussi. On pense même qu'à une époque, l'Antarctique a abrité une végétation tropicale. Et ensuite, comment les tropiques se sont transformés en un désert glacé? En fait, c'est simple, c'est à cause du mouvement des plaques tectoniques. Avec le déplacement des masses continentales, les rivières ont continué à couler un temps, mais elles ont cessé de le faire il y a 14 à 34 millions d'années. Ensuite, la zone a commencé à refroidir. D'abord un peu seulement, puis de petits glaciers se sont formés dans les vallées fluviales. Mais un refroidissement plus important s'est ensuite produit, entraînant l'expansion de l'Inland 6 oriental. Il a pris du volume jusqu'à ce que tout le continent soit enseveli sous des kilomètres de glace. Le paysage sous le glacier s'est figé et il n'a pratiquement pas changé depuis. Difficile de dire quand la lumière du soleil a touché pour la dernière fois ce monde caché, mais ça fait au moins 14 millions d'années. Et le plus intéressant, c'est que sous la glace, il n'y a pas que d'anciennes rivières, vallées et collines. Beaucoup de gens l'ignorent, mais sous la surface glacée de l'Antarctique se trouvent des dizaines de volcans. Ils sont si nombreux que la zone volcanique située sous l'Inland 6 occidental est considérée comme la plus grande de la planète. 138 volcans. En fait, on n'a découvert leur existence que très récemment. 91 de ces volcans ont été identifiés pour la première fois par une étude de 2017.
Ça soulève une question. Est-ce que l'un d'entre eux pourrait entrer en éruption? Pour les géologues, cette question est à la fois simple et complexe. Ça dépend du volcan. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas pu déterminer le niveau d'activité de la plupart d'entre eux. Mais on en connaît deux qui sont classés comme actifs. L'île de la Déception, un territoire en forme de fer à cheval situé au nord du continent qui fait partie des îles Shetland du Sud, et le mont Erebus, un des plus hauts sommets du continent qui culmine à 3794 mètres. Il est considéré comme le volcan actif le plus méridional du monde. Il est connu pour émettre des panaches de gaz et de vapeur et pour cracher des bombes de pierre. Mais quel volcan ne fait pas ça, n'est-ce pas ? En fait, l'une des caractéristiques les plus intéressantes du mont Erebus est le lac de lave qui occupe l'un de ses cratères. Il s'agit d'un phénomène rare, car des conditions très spécifiques sont nécessaires pour que la surface ne gèle pas. Outre ces deux volcans, l'Antarctique est parsemé de fumerolles, des cheminées volcaniques qui libèrent des gaz et de la vapeur. Et c'est à peu près tout, c'est tout ce qu'on sait. Mais revenons aux volcans. Les chercheurs ne savent pas grand-chose à leur sujet, ni les dates de leurs éruptions passées, ni le risque d'éruption future. Ce manque d'informations est lié à l'éloignement et aux conditions difficiles. Il est compliqué d'acheminer du matériel en Antarctique, et il doit être très solide pour résister aux longues nuits polaires. Mais bien qu'on ne sache rien des volcans antarctiques, il pourrait bien être lié à l'un des plus grands mystères du continent. L'Antarctique semble être un endroit où il ne se passe presque rien. Il y fait si froid qu'il semble stérile et dépourvu de toute vie. Les chercheurs ne sont même pas sûrs qu'il y avait des animaux ici, avant que tout ne gèle. Mais sous la surface, il y a de l'activité. Je veux dire, maintenant, en ce moment même. Chacun sait que les glaciers fondent, mais lorsque la glace fond sous l'influence des volcans, entre le socle rocheux et la surface, d'immenses grottes se forment. Des chercheurs ont récemment découvert ces grottes, et ils ont été très surpris. Pour une bonne raison. Dans ces grottes créées par la vapeur des volcans actifs, il fait clair et la température atteint 25 degrés. De quoi permettre en théorie à tout un écosystème de prospérer sous la surface gelée. L'analyse d'échantillons de sol provenant des grottes a déjà révélé des traces intrigantes d'ADN d'algues, de mousses et de petits animaux. Vous avez bien entendu, d'animaux. Bon, en fait, l'essentiel de cet ADN évoquait des mousses, des algues et des invertébrés qu'on avait déjà trouvés ailleurs en Antarctique. Mais certaines séquences n'ont pas pu être identifiées. Ça suggère que la vie pourrait se cacher sous la glace, y compris des espèces d'animaux et de plantes jamais vues auparavant. Ce réseau de grottes étudié par les chercheurs est situé près du mont Erebus, mais comme il y a beaucoup d'autres volcans en Antarctique, il doit exister d'autres grottes, et à l'intérieur, il a pu vivre d'autres organismes. Il fait sans doute très sombre dans la plupart de ces grottes car la lumière peine à traverser la glace épaisse, mais à certains endroits, la couche est plus mince. Il pourrait donc y avoir de la lumière. Il faut quand même que je mentionne une chose. Jusqu'à présent, on n'a aucune preuve que des êtres vivants habitent encore ces grottes. Les chercheurs ont seulement trouvé la preuve que la vie y a existé. L'étude n'était que superficielle, alors tout est possible concernant ce que l'on pourrait découvrir si l'on examinait ces grottes de plus près. Comme tout ça a été découvert récemment, en 2017, ce n'est qu'un début. Mais les problèmes logistiques existent toujours, alors il faudra patienter avant que de grandes découvertes aient lieu. Encore que, on a déjà obtenu des résultats, il y a tout juste 2 ans. Sous la glace de l'Antarctique, dans une grotte ressemblant à une cathédrale de plusieurs centaines de mètres de haut, on a trouvé des essaims de minuscules crevettes. Tout un écosystème vivant à une profondeur de 500 mètres, et bien sûr, sous la glace. Cet écosystème habite une rivière souterraine qui est remplie de ces minuscules crevettes. Tout a commencé avec des images satellites qui ont montré une dépression dans la banquise, près de l'endroit où elle rencontre la terre ferme. Les chercheurs ont ainsi identifié une rivière souterraine et ils ont envoyé une caméra jusqu'à la grotte via le tunnel de glace. Quand soudain, l'image a presque disparu à cause de centaines de petites taches floues dans l'eau. L'équipe a été surprise, personne ne s'attendait à trouver des êtres vivants aussi profondément sous la surface glacée. Enfin, les crevettes non plus ne s'attendaient pas à être filmées, alors match nul.
Mais c'est pas tout. En Antarctique orientale se trouve le lac Vostok, enfoui sous 3,7 km de glace et coupé de l'air libre depuis 15 millions d'années. Des échantillons prélevés dans le lac ont fourni les séquences génétiques de 3507 espèces connues, ainsi que de 10 000 espèces encore inconnues de la science. Les chercheurs ont également découvert des bactéries résistantes dans des réseaux d'eau salée. Vous voulez que je fasse le point? L'Antarctique est vraiment mal connue. Il y a encore des endroits où l'on n'a pas encore osé aller à cause des conditions locales. Sans parler des nombreuses zones qu'on n'a jamais explorées sous la glace. En fait, il est plus facile de dresser la liste des endroits qu'on connaît. Car, en somme, un véritable monde perdu pourrait se cacher sous la glace. Bon, pas habité par des dinosaures, évidemment. Actuellement, le plus grand animal terrestre de l'Antarctique ressemble à ça. Il est plus petit qu'un petit pois. Mais ça, c'est de nos jours. Ce qui est certain en ce qui concerne l'Antarctique, c'est qu'on n'y trouvera jamais de vestiges d'anciennes civilisations. En 1985, un crâne a été découvert sur la plage de Yamana, au cap Shiref, dans les îles Shetland du Sud, en Antarctique. Il appartenait à une femme du sud du Chili, décédée à l'âge de 20 ans environ entre 1819 et 1825. C'est tout. Il s'agit des restes humains les plus anciens jamais découverts en Antarctique. Vous savez pourquoi? Car les humains n'ont tout simplement pas eu le temps de s'y rendre. La dernière fois que le continent a été tempéré, c'était il y a 15 millions d'années, et Homo sapiens n'existe que depuis quelques centaines de milliers d'années. Alors, si des humains avaient vécu au pôle Sud, ça aurait été sur la glace, et on voit mal comment ils auraient fait ça. Il y fait froid, et il n'y a presque pas de nourriture, sans parler des difficultés pour y accéder. C'est vrai aujourd'hui encore, alors, dans des temps reculés. On pense que les premiers à avoir découvert l'Antarctique sont les Polynésiens il y a 1300 ans. A priori, ils ont navigué à proximité, ils ont vu le continent et ma foi, ils ont vite compris qu'ils n'avaient rien à y faire. Ils ont fait le bon choix. La découverte la plus connue a eu lieu en janvier 1820 lorsque l'Antarctique a été aperçue pour la première fois par des explorateurs européens. Ce n'est qu'à cette époque que des humains ont posé le pied sur le continent, mais peu de fois et sans s'y attarder. La vie reprend ses droits. J'ai déjà mentionné qu'à une époque, il faisait meilleur en Antarctique, qu'il y avait des plantes et tout ça. Mais une fois que tout a été recouvert de glace, de nombreuses graines ont été littéralement figées. Aujourd'hui, le climat change à nouveau, affectant les glaciers qui fondent et créent des conditions propices à la croissance des plantes. Le niveau de la mer s'élève, ce qui libère de grandes masses terrestres de la glace. Bref, vous voyez où je veux en venir. D'ici la fin du XXIe siècle, un nouveau territoire pourrait émerger de sous la glace. Et pas une petite parcelle de terre, mais une zone de la taille d'un petit pays. Dans une étude, des chercheurs suggèrent que pour commencer, des algues et des cyanobactéries apparaîtront qui permettront la croissance d'autres formes de vie. Ensuite, ce sera au tour des lichens. Une fois installés, ils créeront les conditions nécessaires à l'émergence d'organismes plus grands. Les graines que je viens de mentionner profiteront de ce coussin de mousse humide pour se reproduire et croître. L'Antarctique pourrait bien changer du tout au tout et renaître pratiquement du néant. C'est d'ailleurs déjà le cas. En raison du changement climatique, les conditions de vie en Antarctique se sont améliorées et plus d'une centaine d'espèces de plantes s'y sont déjà installées. Par exemple, certaines d'entre elles se sont étendues aux îles subantarctiques de la Géorgie du Sud à l'île Livingstone et ils continuent à se déplacer vers la péninsule antarctique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans combien de temps l'Antarctique redeviendra vert et si ça va vraiment se produire. Pour répondre, une équipe a utilisé des données satellitaires et des mesures au sol pour établir la première carte des zones vertes de l'Antarctique. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Certes, l'Antarctique abrite déjà 44,2 km² de végétation, mais ça ne représente que 0,12% de la surface libre de glace, qui est donc toujours dominée par le froid, la neige et la glace. Alors, prenons notre mal en patience. Des météorites sous la glace. Une équipe a découvert une énorme météorite en Antarctique, ainsi que 4 autres tombées sur le continent glacé il y a des milliers d'années.
Les chercheurs les ont trouvées à la surface du glacier Niels Larsen et elles sont impressionnantes. La plus grosse, de la taille d'un melon, pèse pas moins de 7,6 kg. Pour vous donner une idée, sur 45 000 météorites trouvées en Antarctique, seule une centaine avait un poids comparable. Les chercheurs affirment que ces météorites ne sont pas tombées récemment. Elles sont sans doute restées enfouies pendant des milliers d'années et elles ne sont remontées à la surface qu'en raison de la fonte des glaciers. Les chercheurs notent que protégées des précipitations, du vent et de l'air par la couche de glace, elles sont restées en parfait état. Et comme souvent pour les découvertes rares, des échantillons ont été envoyés à l'Institut belge des sciences naturelles pour y être décongelés et étudiés. Les chercheurs ont également emporté des particules qu'ils pensent être de la poussière cosmique pour mener leurs propres recherches. Des pastèques en Antarctique. On a déjà parlé de l'émergence possible de végétation sur le continent glacé. Et si je vous présentais des pastèques de l'Antarctique? Elles sont évidemment pas sorties de sous la glace, il a fallu des efforts pour les faire pousser. Cette expérience surprenante a été menée en 2023 à la station Vostok qui fonctionne toute l'année et est connue comme l'endroit le plus froid sur Terre. Tout près de là, on a relevé la température record de moins 89,2 degrés. Mais comment on peut cultiver quoi que ce soit dans des conditions aussi glaciales? C'est très simple. Les chercheurs ont utilisé une des serres de la station Vostok. Ils y ont créé un microclimat à l'humidité élevée et à la température adéquate pour faire pousser des pastèques. Les graines ont été plantées dans un substitut de sol et un éclairage artificiel simulait la lumière du soleil. Il a fallu polliniser les plantes manuellement car il n'y avait pas d'insectes dans la serre. Et à l'extérieur de la serre, encore moins. Ainsi, 103 jours après avoir planté les graines, les chercheurs ont récolté 8 fruits mûrs et sucrés nés de 6 plants. Chaque pastèque pesait environ 1 kg pour un diamètre de 13 cm. Et les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent de cultiver des mûres, des myrtilles, des fraises. Tout ça me donne faim. Je vais manger, et de votre côté, vous n'avez qu'à liker la vidéo, à moins que vous l'ayez déjà fait. Super, à plus.